Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur LCF pour un nouveau rendez-vous de l'information. Le fonds d'aide aux veuves et orphelins était ce samedi dans le canton d'Agbatito et à Nochan où il a apporté des vivres et non-vivres aux veuves de la dite localité. Au Proche-Orient, un retour rapide à la normale dans la bande de Gaza est-il possible? Pour l'heure, l'armée israélienne poursuit son offensive dans la région. 38 personnes ont été tuées depuis ce matin. Voilà donc pour l'essentiel de ce journal. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue. La journée internationale de la veuve, c'était le 23 juin dernier. Le fonds d'aide aux veuves et orphelins Fondavo reste toujours dans cette perspective. Ce samedi, il était à Nochan dans le canton d'Agbatitoé pour soutenir les veuves de cette localité. Des vivres et non-vivres ont été remis à une quarantaine de veuves, occasion pour sensibiliser ces veuves sur l'hypertension artérielle et le diabète. Gloria Anani, Bruno Johnson. Le Fondavo au chevet des veuves du canton d'Agbatitoé. Nous sommes à Nochan, à 111 km de Lomé. Conscient de la précarité dans laquelle vivent les veuves de ce canton, le Fonds d'aide aux veuves et orphelins a pris à cœur de leur apporter son soutien. Chose qui s'est concrétisée par cette distribution de vivres et non-vivres, accompagnée d'une enveloppe de 500 000 francs CFA, ceci pour aider à l'autonomie financière de ces veuves. Nous sommes venus aujourd'hui dans le cadre du 23 juin, la journée internationale de la veuve qui avait eu lieu. On a voulu faire une action en dehors de Lomé, envers des veuves d'Agbatitoé qui sont pas loin de Moitié. Comme vous avez vu, c'est des veuves qui sont en souffrance. On leur a apporté des habits, des vivres et puis un fonds de 500 000 francs pour faire des activités génératrices de revenus. C'est une graine qu'on a semée et nous souhaitons que ça prenne corps. En appui aux actions du Fondavo, le mouvement humanitaire pour le soutien aux déshérités a sensibilisé les veuves sur les maladies telles l'hypertension et le diabète. Il faut être en bonne santé pour pouvoir vaquer à ces occupations. Moi, nous avons parlé sur la prévention des maladies non transmissibles, en l'occurrence le diabète et l'hypertension. On a aussi fait le dépistage et on a découvert certains cas positifs. Nous allons voir comment nous allons les prendre en charge. Une initiative très appréciée par les bénéficiaires et les associations déjà à l'œuvre dans cette localité. On ne trouve pas de mots, c'est-à-dire que c'est vraiment une œuvre très humanitaire que vraiment nous avons beaucoup appris. Ça va apporter un changement. Vraiment, vous allez soulager les peines de ces femmes-là. Le Fondavo œuvre depuis plusieurs années pour le bien-être de la veuve et de l'orphelin et a en perspective la création de son bureau à l'intérieur du pays. Le pèlerinage à la Mecque a eu une cinquantaine de pèlerins à quitter Lomé pour la Mecque pour terminer en toute beauté le temps du carême restant. Une autre vague s'envolera dès demain et portera l'effectif à 150. Mathieu Gaï, Kossidjo Kotoé et Alphonse Pitassa. Ces fidèles musulmans sont sur le point d'embarquer pour l'Arabie Saoudite. Ils vont rallier la Mecque pour passer les 2 semaines restantes du jeûne du Ramadan. Un pèlerinage appelé Umrah qui n'est pas une obligation de l'islam mais qui a son importance. Ce voyage qu'on appelle Umrah, c'est-à-dire petit pèlerinage. C'est à cause de ça que, Inch'Allah, chaque mois de Ramadan, et les gens partent pour faire ces petits pèlerinages-là pour remercier Dieu à tout ce qu'il a fait. Et pour demander la bénédiction de Dieu, Inch'Allah, à tout le monde. Comme c'est un petit pèlerinage, les gens ne vont pas beaucoup. Mais Alhamdulillah, nous, à l'Ansar, Dieu nous a donné ce qu'il doit nous donner. Il a donné à peu près 150 personnes. Et tous ceux-là, ils ont eu des visas. C'est à cause de ça qu'on remercie Dieu le Créateur. C'est-à-dire que les grands pèlerinages, ça, c'est autre chose. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle Hajj. C'est ça qu'on appelle Hajj. C'est-à-dire, un musulman, il faut que, s'il est là avant de quitter ce monde, il va passer par là-bas pour faire le Hajj. Parce que
Dieu nous a dit que tout ce qui est parti pour faire le Hajj, il a fait ça en bonne forme. Il a bien fait, Inch'Allah, la récompense que Dieu va lui faire, il va lui faire dans le paradis et il va effacer tout son péché. Ça, c'est Hajj. Au moins une fois. C'est une fois même. Mais ça là, c'est petit pèlerinage qu'on fait chaque mois de Ramadan. Ça, si tu n'as pas fait ça même, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas comme les Hajj, les grands Hajj. La réussite de ce voyage est possible grâce à une agence de la place. Une agence qui fait du bien-être des voyageurs sa préoccupation. La différence entre Al-Ansar et les autres agences, c'est que nous mettons en place des encadreurs. Ça, c'est la différence entre Al-Ansar et les autres agences. À chaque année, si on ne met pas de place des encadreurs, nous mettons jusqu'à 12. Même pour ce petit pèlerinage, malgré qu'il n'y a pas de gain, c'est un travail de Allah, nous mettons toujours un encadreur. Présentement, vous avez l'encadreur qui va suivre les pèlerins pour le petit pèlerinage, qui est aussi dans le groupe ici. C'est la seconde vague des voyageurs qui s'envolent ce samedi. Une première a quitté Lomé ce vendredi. La troisième vague de ces pèlerins ralliera l'Arabie Saoudite ce dimanche pour porter l'effectif à 150. Parlons à présent des finales des luttes traditionnelles Evala. La finale a opposé les camps Kewe et Piou. Et c'est le camp Piou qui a eu raison en battant son adversaire par 32-12. Mais aussi nous parlerons des finales de Lamao et Lamaba. Retour donc sur les finales dans les cantons de Kouméa et Lassa dans ce reportage de Jacques Pekamsi. Canton de Kouméa, lycée d'enseignement général. Depuis plusieurs jours, c'est la ferveur ici à l'occasion des luttes Evala. Lutte qui arrive ce jour à l'étape de la finale. Et c'est sous une fine pluie que le chef de l'État, Faure Sozimna Nyasimbe, est arrivé. Puis, place aux choses sérieuses. Deux camps s'expliquent. Kewe, ici en blanc, face à Piou en rouge. Et les choses sont allées très vite. Les blancs prennent le contrôle des débats. Score final, 32 points contre 12 pour le camp de Piou. Cette année, comme les précédentes d'ailleurs, c'est un bilan de satisfaction qui est fait au moment de refermer ces luttes dans le canton de Kouméa. En tant qu'arbitre, je ne peux pas vous dire que c'est telle partie qui a gagné, mais je sais que mes enfants ont lutté. La lutte s'est bien passée à Kouméa, il n'y a pas de problème. C'est le canton de la paix. Et comme dans toutes les arènes, ces supporters ont œuvré à galvaniser leurs lutteurs, histoire d'attirer la victoire vers leur camp. L'autre finale qui a retenu l'attention de bon nombre, c'est celle qui a eu lieu sur le terrain cantonal du lycée de Lama. Lama, un des 12 cantons dans lesquels se déroulent les luttes Evala. Ici, Lamao contre Lamaba. Et c'est sur une différence d'un point seulement que les deux camps se séparent, soit 33 contre 32. Les luttes Evala en pays kabye entament donc leur dernier virage avec ces finales dans plusieurs cantons. Il faut dire que c'est toute autre ambiance qui règne dans les soirées dans la ville de Kara. Kara aux couleurs des festivités, des luttes Evala. Dans les bars ainsi que sur le site de la foire organisée à cet effet, des pas de danse, des musiques du moment sont exécutées. Kara by Night, c'est avec Jacques Pekamsi. La nuit, autre face des Evala. Loin des arènes, la fête se poursuit dans les endroits peu éclairés de la ville de Kara. Ici, dans ce bar, ce DJ maintient les clients en haleine avec une programmation musicale
Et bien sûr, la danse se déclenche. Se récréer, changer un peu d'air, c'est tout juste l'objectif d'une sortie entre amis. La festivité des Zévala, les enfants de la presse vivent en joie, mais aussi valoriser l'identité de la culture cabière. Et donc, dans ce bar, c'est le lieu vraiment de l'ambiance. La bière coule ici à flot, l'essentiel c'est de se récréer, ce qui profite d'ailleurs aux revendeurs. Depuis le début de cette camarade, nous avons reçu des demandes énormes. Nous, de notre côté, nous avons pris la disposition pour rendre tout le monde à l'aise. Je remercie Dieu par rapport au chiffre d'affaires de cette année. Ça a été bon par rapport à l'ouvrage. Puis, un autre tour dans la ville de Kara. Ici, au Palais des Congrès, c'est une ambiance tout autre. La foire Ivala 2014 retient l'attention, une place aménagée pour se distraire. On est ensemble et puis voilà, tout est bon. Hein? Cette année c'est encore plus cool quoi. Tout est bon. Et puis l'essentiel c'est la paix. Et puis voilà, le Togo c'est un pays de paix. Tout le monde est là et on se réjouit quoi. Même ces touristes ne se sont pas laissés compter l'événement. On vient de Lomé pour découvrir la culture du Togo à travers les Evala. En fait. Et pour se plonger dans l'ambiance, on a décidé de venir à la foire un peu. Et comme vous pouvez le voir, on passe une très bonne soirée pour l'instant. Les gens sont accueillants, tout se passe bien. Le jour comme la nuit, Evala permet à tous les fils et filles de la Kosa et même des visiteurs de se recréer, histoire de marquer encore une fois la tradition togolaise. Récapitulatif à présent des finales de ce jour. La finale de Tchare a mis aux prises Yawandé et Tchare, et c'est Yawandé qui l'a remporté par 22-6. Également chez les Zaoza, c'est Yawandé qui remporte la finale. La finale dans le canton de Lassa à présent, la Saba bat la Sao par 24-22, même si le score n'est pas le même chez les Zaoza, le canton de la Saba est toujours vainqueur. À l'étranger, pas de lueur de paix dans la bande de Gaza. L'armée israélienne poursuit son offensive terrestre et chaque jour avec son lot de victimes. Plus de 30 Palestiniens ont été tués depuis ce matin. Tchal est déterminé à détruire les tunnels entre Gaza et l'Égypte. Ces images filmées par les forces de défense israéliennes illustrent ce qui a grandement contribué au lancement de l'offensive terrestre sur Gaza. Des tunnels construits par les militants du Hamas selon l'armée et destinés à infiltrer le territoire israélien. Tsahal affirme avoir tué un combattant lors d'une tentative d'incursion ce samedi et d'en avoir déjoué une autre 2 jours auparavant. Cette attaque avait pour objectif de tuer et d'assassiner des Israéliens, peut-être même d'enlever des habitants du côté de la frontière sud. C'est ce type de menace que nous évoquons depuis une dizaine de jours et qui peut venir de cette zone. Bien que le dôme de fer, le système de défense anti-aérienne israélien neutralise la majorité des roquettes lancées par le Hamas, l'offensive terrestre reste le seul moyen pour empêcher ce type d'incursion, d'après l'armée. Elle affirme avoir déjà localisé plus d'une dizaine de tunnels à Gaza ce vendredi. Une douzaine serait encore à découvrir. Ça, c'est l'entrée d'un tunnel qui permet de rejoindre le territoire israélien. Regardez, c'est en pente. Cela prouve qu'il s'agit bien d'un tunnel. Les tunnels font partie intégrante de la vie quotidienne de la bande de Gaza. Ils sont aussi bien utilisés pour le trafic de marchandises que pour le trafic d'armes. Dans cette vidéo de propagande du Hamas, les brigades d'Al-Qassam vantent l'efficacité de ce réseau souterrain. Selon elles, l'offensive terrestre ne permettra pas d'empêcher de futures attaques prévues sur Israël. Nous nous sommes préparés pour une longue bataille avec les forces d'occupation. Israël n'a encore rien vu. Après une nouvelle nuit de combats intenses, le nombre de tués du côté palestinien vient de dépasser la barre des 300. 1/5 des victimes sont des enfants. Pendant ce temps, des capitales arabes se mobilisent au chevet de la bande de Gaza pour tenter une approche de sortie de crise. De Washington à Paris, en passant par le siège des Nations Unies, tous se mobilisent pour tenter de mettre fin à ces violences. Mais se demande-t-on aujourd'hui si cette sortie de crise sera rapidement effective?
Des tractations dans plusieurs capitales arabes avec un seul objectif, obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Ce samedi, le ministre français des Affaires étrangères a rencontré le président égyptien au Caire. Ce dont il s'agit maintenant, c'est de faire en sorte que le Hamas bouge dans le bon sens. Et donc nous avons des contacts avec ceux qui peuvent agir en ce sens, notamment les Qataris et les Turcs. L'objectif, il ne faut pas perdre de vue, c'est le cessez-le-feu le plus rapide possible parce que tous les jours, il y a malheureusement des victimes nouvelles. La proposition de cessez-le-feu du président égyptien, soutenue également par l'Italie, en ce moment à la présidence de l'Union européenne. La ministre italienne des Affaires étrangères s'est rendue elle aussi au Caire pour appuyer les autorités égyptiennes dans leur rôle de médiateur. Toutes les parties doivent se réunir à une table et voir comment relancer un processus politique. À Washington, sans condamner l'offensive militaire israélienne, le président américain réclame de la mesure. Nous avons bien compris que l'opération militaire au sol en cours vise à régler la question des tunnels et nous espérons qu'Israël va gérer cela en minimisant les victimes civiles. Au siège des Nations Unies, c'est le statu quo diplomatique. Ban Ki-moon se rend aujourd'hui au Proche-Orient pour tenter, une nouvelle fois, de mettre fin aux violences. Parlons à présent de la catastrophe aérienne de la Malaysian Airlines dans l'est de l'Ukraine il y a 2 jours. La zone où a lieu le crash est toujours sous contrôle des milices séparatistes. Pour moins de 2 heures, les séparatistes pro-russes ont autorisé les observateurs ou les inspecteurs de l'OSCE à accéder au site. Précisons que des experts malaisiens se rendront très prochainement sur les lieux de l'accident. Предупреждаю сразу, ваша охрана охраняет вас, кто пересекет и нарушит мой приказ, будет адекватно. À peine arrivés sur les lieux, le ton est donné. Ces inspecteurs de l'OSCE viennent pour la première fois sur le site du crash. Mais leur mission s'avère compliquée par la présence d'insurgés pro-russes. Quelques minutes de négociation plus tard, les inspecteurs débutent leur travail sous étroite surveillance. Bien sûr, il y a beaucoup d'attentes à plusieurs niveaux et dans plusieurs pays pour faire venir des experts ici et des équipes de secours. La priorité numéro 1, c'est de s'occuper des corps qui sont déjà en train de se décomposer par ces fortes chaleurs. Mais après 75 minutes, coup de théâtre. Finalement, les séparatistes ont accordé ce matin la création d'une zone de sécurité de 20 km. Objectif, identifier les corps et les remettre à leurs familles. Sur les causes du crash, peu d'éléments concordants. Une enquête américaine accrédite la thèse d'un missile tiré depuis une zone contrôlée par les séparatistes, mais ne les accuse pas directement. La vérité se trouve peut-être dans les boîtes noires. L'une est aux mains des autorités de Kiev, l'autre serait en possession des insurgés. Ils ont déclaré vouloir la faire examiner à Moscou. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. À très bientôt.